Être ultra sec, potentiellement, ton corps, il aime pas trop ça. Comment certains athlètes sont champions avec une diète approximative? Ça, c'est la vraie question. Ouais. Ma mère, c'était les œufs le matin. Quand elle avait vu que je commençais à manger 3-4 œufs le matin, elle avait merde, t'es sûr que le cholestérol ouais. Quand j'ai besoin de réconfort, je vais chercher mon réconfort au niveau du sucre. Et aussi pour me récompenser. Ça, c'était mon petit truc. Commence pas à attaquer le riz, brocoli, poulet parce que ça m'a pas. Non, t'inquiète. Il faut que je te pose ma question fatidique, c'est pourquoi on est là aujourd'hui ensemble. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Gymkey, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymkey. Oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics. C'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé. Il y a des tutoriels à chaque étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, même si vous êtes un boulet avec la technologie, pas de problème. Et chez Gymkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du rendez-vous musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Gymkey. Merci à Gymkey de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. J'allais dire, excusez, mon téléphone était dans ma main. Putain. Ça me le fait tout le temps. Commence mal ça. C'est ton premier podcast? J'en ai déjà fait un, mais genre c'était vraiment ghetto aussi, genre sur Zoom et tout, donc en soi, non, c'est le premier. Ok, ça marche. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fanny, aka FP Diet. Merci Fanny de me recevoir chez toi. Merci à toi de m'avoir ton beau proposé. décor que vous voyez, mais que nous, on montrera pour ceux qui suivent sur Instagram, vous allez voir l'envers du décor. Il y a de quoi rire, franchement, il y a de quoi rire. Donc je suis très content de te recevoir Fanny, puisque vous avez dû le voir dans le titre, Fanny est nutritionniste. C'est ça. Et j'ai un problème majeur, un gros problème. On va en parler. Et moi en fait, dramatique. au cas où les gens n'avaient pas compris, ce que vous voyez, c'est qu'en fait je fais un podcast, mais c'est pour rencontrer des experts et venir leur poser mes problématiques, comme ça. Donc au lieu de prendre un suivi nutritionniste, je fais un podcast avec une nutritionniste. Je peux exposer ma problématique et j'espère que vous allez en profiter, parce que je pense que c'est un truc assez commun quand même, je pense. Ouais, et on va pouvoir en discuter, mais avant ça, du coup toi tu es nutritionniste en ligne. Moi la première question que j'avais, c'était comment est-ce qu'on devient nutritionniste? Est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il y a une... Parce que c'est un peu comme les coachs, il y a ceux qui se disent ah tiens je te fais des petits conseils mais qui n'ont pas de diplôme. Comment ça se passe dans le cas de la nutrition? Alors déjà, le terme nutritionniste en soi c'est pas un terme qui est protégé, faut vraiment dire diététicienne ou médecin nutritionniste. Du coup si quelqu'un se prénomme juste nutritionniste, généralement il faut quand même rechercher s'il y a un diplôme derrière, alors que s'il y a médecin nutritionniste ou diététicienne nutritionniste ou diététicien, là c'est qu'il y a un diplôme. Donc moi je suis passée par un BTS diététique en 2 ans, mais il y a aussi un autre moyen d'avoir le même statut, c'est de passer par un BUT diététique. Donc maintenant c'est en 3 ans, avant c'était un DUT en 2 ans, mais il y a eu une réforme assez récente je crois. Et sinon pour être médecin nutritionniste, là c'est tout le parcours de médecine classique, et après il y a une spécialisation en nutrition. D'accord, ok. Et donc toi tu as fait le DUT, est-ce qu'il y a une différence entre les connaissances que tu apprends en DUT et en... J'ai fait le BTS. Et oui, il y a une différence. Le DUT, BUT, justement, c'est plus axé sur la bio. Vraiment un peu style cours à la fac, etc. Et après, il y a une spécialisation en options diététiques, alors que le BTS, c'est vraiment des cours de nutrition, d'alimentation, de pathologie dès la première année. Et du coup, c'est un petit peu plus spécifique pour vraiment ceux qui savent, qui veulent, par exemple, travailler en hôpitaux ou des choses comme ça. Alors qu'en BUT, tu peux plus faire de la recherche ou de la bio à côté. Et qu'est-ce que tu penses des connaissances qu'on t'a apprises à l'école? Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que tu as dû faire des recherches par toi-même? Comment ça s'est passé? Alors moi déjà en première année de BTS, j'ai rien appris. J'étais là juste parce que je savais qu'il fallait que je passe par là pour faire le métier que je voulais faire. Est-ce que c'est valable pour tous les BTS ou est-ce que c'est... le BTS diète en tout cas, pour moi il est surchargé de cours et de semaines de stage, etc. Et au final à la fin tu ressors et on t'apprend pas à faire une consultation. D'accord. D'accord. Donc on donne des connaissances, mais voilà, c'est ça. On t'apprend un petit rien peu sur les la bases. relation avec le patient.
Tu le vois en stage, mais il suffit que tu tombes sur un mauvais stage et tu l'as pas, tout ça. Donc globalement, ouais, c'est un parcours que moi personnellement j'ai détesté mon BTS. Ah ouais. J'ai pas aimé du tout parce que je voulais la finalité, mais les 2 ans d'attente, je suis trop impatiente pour ça. Et surtout, en première année, j'ai rien appris. Il y a eu le Covid. Deuxième année, Covid, trouver des stages, tout ça, c'était impossible aussi. Enfin, beaucoup de stress. Et surtout, en fait, en BTS, on te dit pas tu vas réussir ton examen, etc. On apprend juste les taux de réussite, c'est 25% seulement qui arrivent à vraiment avoir leur BTS en 2 ans, etc. Et toi, t'entends ça pendant 2 ans et tu te dis mais pourquoi moi je serais dans ceux qui vont l'avoir direct. Donc Parce que t'es une championne, merde. Oui, au final je l'ai eu, mais pour le coup j'ai douté jusqu'à la fin. Ah ouais. Ouais. Et j'ai pas aimé, j'ai pas apprécié les cours parce que ça allait pas aussi loin que ce que je voulais, que ce que je pensais. Et moi j'étais aussi très nutrition sportive. Et il y a qu'un mini chapitre dans tout le BTS qui est vraiment nutrition sportive. Donc j'étais un petit peu déçue. C'est beaucoup, on t'apprend de la biologie, de la physiopathologie, donc tout ce qui se passe dans tes cellules de ton corps. On t'apprend les fonctions de tous les systèmes de ton organisme, donc système cardiaque, système cardiovasculaire, enfin un petit peu tout ça. Et après, on t'apprend des cours d'alimentation, donc les groupes d'aliments, aussi comment on crée du beurre, comment... en fait, c'est ultra général, ultra complet. On a aussi des cours de français. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est ultra varié, des cours d'éco-gestion aussi. Mais on t'apprend même pas, pareil, à gérer ton cabinet si tu te lances en libéral. Enfin, c'est très bizarre. Vraiment, je sais pas trop comment ils ont pensé le programme. Je pense qu'ils sont en train de se rendre compte justement qu'il faut que ça s'améliore. Mais en tout cas, pour le coup, on nous surcharge d'heures de cours. Et au final, à la fin, on sait pas comment ouvrir un cabinet. On sait pas comment vraiment faire une consultation et une prise en charge de A à Z, en fait. Et je trouve ça tellement dommage. Est-ce que c'était une vocation de te diriger là-dedans, ou franchement, je pense que comme tout le monde au lycée, j'ai commencé le sport. J'ai commencé à me poser la question de mon alimentation et petit à petit, j'ai commencé à suivre pas mal de nutritionnistes, de diètes sur Insta. Et je voyais ce qu'elles faisaient et ça me donnait envie. Et à côté de ça, je me passionnais par mes recherches sur la nutrition et par mon sport. Et forcément, après, il y a tout un monde qui s'est créé autour de ça. Et, tu faisais déjà de la F1 ou c'était autre chose ? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'allais à la salle de sport après le lycée comme toutes les nanas ou quoi. Tu faisais tapis vélo. Non, j'ai quand même commencé la muscu assez vite, mais je mettais genre 4 kilos sur les haltères, pas plus quoi. Pas trop prendre de muscles. Exactement. Ah moi vraiment je veux pas être une bodybuildeuse. J'ai fait toutes les erreurs possibles en plus sur tout ça, mais c'était je regrette pas non plus. Tout se passait par là. Mais du coup en fait je suis rentrée dans ce monde-là de la nutrition, du sport et j'y suis jamais sortie. C'est quoi la plupart des problématiques que les gens viennent te... la majorité, c'est de l'organisation. La grande majorité, c'est des personnes qui n'arrivent pas à savoir quoi cuisiner, quand cuisiner, comment, aussi, ils n'ont aucune connaissance aussi de leurs besoins, de ce qui est bien pour eux, que ce soit en termes de quantité, de qualité. Il y en a aussi beaucoup qui ont encore beaucoup de mal à différencier qu'est-ce que c'est vraiment une protéine. Il y a beaucoup vraiment, il faut reprendre les bases de A à Z. Ah oui, Et au contraire, vu que moi, du coup, je me suis spécialisée en nutrition sportive, avec les bases de sportifs, pour le coup, là, il y a déjà les connaissances et c'est vraiment de l'optimisation pour s'adapter à leur objectif parce que souvent, des patients qui, par exemple, me contactent pour perdre du poids avant une compétition, ils me disent j'ai déjà essayé de perdre du poids et ce que j'avais fait c'est j'avais totalement arrêté les glucides ou j'avais coupé de moitié mes calories. J'ai fait une grève de la faim du coup. Voilà, et en fait ils font un peu tout aux extrêmes, ils passent pas du tout par un protocole assez précis et réfléchi. Et du coup là pour le coup ça me permet vraiment de voir que en fait les gens prennent pas beaucoup de recul sur ce qu'ils mettent en place pour changer leurs habitudes et moi ça me permet dans mon travail de leur faire prendre le recul, d'apporter des connaissances, de l'autonomie, de toujours aussi expliquer ce que je mets en place pour qu'ils comprennent. Et ça, c'est ultra important parce qu'il y en a beaucoup, ils font les choses sans les comprendre. Tant qu'on est dans le domaine de la compétition, on peut aborder le sujet de la cut pour les gens qui font des sports catégorie de poids. Donc on pense notamment à la F1, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font des sports de combat. Si vous passez par là, est-ce que tu conseilles la water cut? Et si oui, à qui? Alors, en soi, oui, je la conseille. Mais ça dépend à chaque fois du profil. S'il y a un enjeu pour la compétition,
oui, faut la tenter, faut la faire parce que ça permet d'être beaucoup plus compétitif, de se qualifier pour les France ou un autre championnat. Là, oui, elle peut être efficace et beaucoup plus intelligente que faire un gros déficit qui fatigue et qui permet pas de s'entraîner dans les meilleures conditions. Est-ce que tu peux expliquer la différence, peut-être s'il y en a qui comprennent pas watercut, qui savent pas? Alors du coup, un watercut, c'est un protocole d'environ une petite semaine où on manage du coup le sel, l'hydratation et après on peut faire un food mass. Le food mass, c'est quand on diminue le volume alimentaire, enfin le poids des aliments dans l'estomac pour être le plus léger possible au moment de la compétition. En gros, ça veut dire faire caca. Faire caca au lieu de perdre du poids. C'est ça. Et au lieu de manger 100 grammes de légumes et d'avoir 100 grammes en plus dans l'estomac, manger 100 grammes de cacahuètes par exemple et d'avoir beaucoup plus d'énergie pour le même poids. Mais ouais, du coup, ce protocole-là, je le conseille pour les personnes qui ont des gros enjeux ou pour des personnes qui... je sais pas, qui ont toujours fait des compétitions dans une certaine catégorie et qui progressent comme ça, là je conseille pourquoi pas de, s'ils ont peut-être 1 kilo à virer ou quoi, au lieu de faire un déficit, là faire un petit protocole s'ils ont l'habitude d'être dans une certaine catégorie, qui veulent pas être au-dessus. Mais généralement je conseille pas ça pour les premières compétitions des gens où il y a rien à viser. Enfin en fait, étant donné que c'est un protocole qui est fait de manière vraiment où tout le monde documente son cut sur les réseaux notamment. Tout le monde s'est dit aussi moi chaque fois que je fais une compétition je vais en faire un. Pas forcément, il y en a pas forcément besoin selon les enjeux encore une fois. Alors ça de toute façon on a beau le répéter, les gens ils vont faire quand même la watercut. Donc si un mec qui regarde cette vidéo, il a regardé 2-3 vidéos YouTube et il se dit par exemple je veux cutter pour ma compétition, quel conseil tu peux lui donner? Parce qu'il va le faire quoi qu'il arrive. Donc, déjà quel ordre de poids il peut espérer cut Alors un cut, moi je vise généralement 3 kilos maximum pour être sûr qu'il soit vraiment efficace et qu'il n'y ait pas 10 000 saunas, 10 000 bains à faire à la fin ou qu'il faut courir sur un tapis 5 minutes avant la pesée. 2,5 à 3 kilos c'est le grand maximum pour que ce soit vraiment pas trop épuisant aussi. Et après, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil? S'il a un coach, de vraiment parler à son coach parce que il va forcément lui donner des conseils en fonction. Ou sinon, de se faire suivre aussi, potentiellement aussi un petit peu à l'avance. Ça aussi, c'est ce que je recommande beaucoup aux personnes qui me contactent. C'est de pas me contacter une semaine avant la pesée, mais plutôt 6 semaines, un mois. Je passe ce week-end, c'est la merde. Parce que pour le coup, ça peut aller super vite. Et anticiper une pesée, c'est le meilleur choix à faire. Qui est un cut ou pas d'ailleurs. Des aliments pour le food mass que tu recommandes? Déjà, qui ressemblent pas peut-être zéro sel. Que du chocolat et du... Pour le coup, il n'y a pas 10 000 choses. Faut vraiment zéro sel. Moi, ce que je conseille aussi, des fois, ce qui peut aider pour les glucides, c'est tout ce qui est fruits séchés. Des cranberries séchées, des abricots secs. En soi, c'est assez calorique. Pâte de fruits aussi. Pâte de fruits, ça peut être bien pour les glucides. Après, pour les protéines, généralement, moi, je fais pas attention aux protéines. Je dis toujours à mes patients qui sont en panique quand ils atteignent pas leur prot en food mass, c'est l'histoire de 1 ou 2 jours. C'est pas ça qui va faire la différence. Ça va pas sauver ton... C'est ça. Et zéro sel et des aliments très denses. Après, cacahuètes, noix de cajou, tout ça, ça peut être bien. Et la réhydratation, du coup, comment on se réhydrate bien? Moi, ce que je conseille aussi, c'est de toujours prendre une solution de réhydratation pour nourrissons, donc trouvable en pharmacie sans souci, avec une Powerade ou une boisson avec des électrolytes dedans, et bien un apport en sodium à côté, pour pareil, bien se réhydrater. Parce que on peut perdre beaucoup d'eau, et un athlète déshydraté, il perd clairement 20% de ses capacités. Donc le but c'est d'être le plus performant possible. Donc rater son refeed, ça peut faire une comp un petit peu difficile. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Parce que c'est bien de réussir la pesée, mais si le refeed est mal géré, au final tous les bénéfices peuvent être perdus. Est-ce que tu as des recommandations générales après dans le quotidien, pas forcément dans la compétition, mais je suis un athlète, je fais mon sport, je veux pas forcément faire de prise de masse ou de sèche, je veux juste bien manger pour performer. Des petites bonnes practices à avoir. Alors déjà, moi je mets un gros accent sur la digestion. Parce qu'il y en a beaucoup qui se forcent à manger des légumes qui voient en mode c'est trop bien, je vais manger plein de brocolis parce que j'ai vu que c'était très riche en vitamines, qu'il y a des fibres. Commence pas à attaquer le riz, brocoli, poulet parce que ça mal se passe. Non, t'inquiète. Mais il y en a, ils se forcent à manger du brocoli. Les gomuscus, je pense à vous. Parce que... je donne l'exemple du brocoli parce que souvent c'est la famille des choux et cette famille-là, elle est mal digérée par la plupart des gens. Mais en gros, l'accent sur la digestion, surtout en force, avec la ceinture, etc. Optimiser sa digestion, c'est optimiser son état de forme, sur comment on se sent. Donc déjà, manger que des aliments que la personne digère bien.
Manger en quantité, pareil, pour pas être ballonné, bien comprendre quelle quantité de féculents on peut manger pour être assez en forme, sans avoir le coup de barre, sans être trop ballonné. Ouais. Tout ça, c'est un petit peu de gestion. Et après, optimiser son apport en protéines, des apports assez réguliers dans la journée, même pour tous les repas, en fait, avoir une bonne structure générale de sa journée. Ça, c'est ultra important. Donc ça peut quoi être un bon repas de pré-workout et post-workout? Alors avant l'entraînement, un repas assez simple, pas trop riche en lipides, avec un taux de protéines normal, donc une portion classique entre 100, 150 grammes, 200 grammes selon les personnes. Une portion de légumes, mais pas trop. Généralement, je fixe une portion moyenne entre 100, 150 grammes. Plus, ça peut créer du coup des soucis de digestion. Et c'est pas du tout ce qu'on vise avant l'entraînement. Et une portion de féculents qui est bien digérée. Donc si on est un petit peu sensible au gluten, éviter plutôt les pâtes, favoriser du riz par exemple. Et après des sources qui nous permettent aussi de se sentir en forme, parce que des fois aussi c'est dans la tête. Si on se dit je sais pas, je mange du pain de mie mais je suis pas fan, etc., mais c'est les seuls glucides que j'ai, alors qu'on se dit je me sens mieux quand j'ai mon tube de riz. Si tu manges du pain de mie avant ta séance, forcément il y aura peut-être un petit biais cognitif à ce niveau-là. Donc un repas qu'on sait qu'on digère bien, qui nous nourrit, pas trop riche en lipides avant l'entraînement pour avoir une digestion quand même assez rapide, mais en avoir quand même. Je dirais, selon les personnes, encore une fois, ça varie entre 15, 20, 30 grammes selon les totaux caloriques à viser, mais du coup et après un dessert ou pas, donc type fruits ou un produit laitier, encore une fois selon la digestion. À chaque fois c'est des structures classiques, mais en fait ça marche, c'est pour ça que c'est classique. Exactement. Combien de temps avant l'entraînement du coup le repas? Je conseille à mes patients 1h30 à 2h avant. Et s'il y a plus de temps avant l'entraînement, mettre une petite collation avant l'entraînement. Et après, du coup, pour le post-workout? Pareil, avec un petit peu plus de lipides. Et selon l'heure. Moi, c'est vrai que le soir, j'ai tendance à favoriser du coup de mettre un petit peu plus de glucides pour favoriser la récupération, le sommeil. Du coup, réduire peut-être un petit peu la portion de protéines, parce que généralement, il y a eu le petit-déj assez protéiné, souvent chez les sportifs, une collation protéinée sûrement, le déjeuner avec un apport en protéines ça monte très rapidement à 50 grammes, et du coup, le soir, on peut faire un petit peu plus light en prot, et toujours favoriser du coup un bon apport en glucides pour la récupération. Et du coup, terminer entre guillemets, ces lipides. J'interromps cet épisode 2 petites minutes pour vous parler de MyProtein. MyProtein, on vous les présente plus, c'est le leader sur le marché européen du complément alimentaire et c'est leur produit que j'utilise personnellement depuis que j'ai commencé la muscu. Je crois que ça doit bien faire 7 ans, je crois, maintenant, parce qu'ils vous proposent les compléments alimentaires au meilleur prix. J'ai fait une petite liste que vous trouverez en lien dans la description de tous les produits que j'utilise au quotidien chez eux pour optimiser ma santé, ma récupération et mon focus. En passant par le lien, vous soutenez la chaîne et vous me permettez de me rapprocher toujours de mon rêve, c'est-à-dire d'embaucher un monteur pour pouvoir vous faire plus de vidéos et plus de réels et de clips sur TikTok. Lien en description si vous voulez choper chez MyProtein et vous économiser des sous avec le code OWONAP. Merci à MyProtein de sponsoriser la chaîne et on est de retour pour l'épisode. Est-ce que tu as des recommandations au niveau des courses, les rayons à éviter à tout prix, des recommandations? Je suis pas pour interdire des aliments, interdire des choses. Pour moi, c'est vraiment une question de quantité. Une fois que la quantité est bien gérée, qu'il n'y a pas d'excès et que on mange de tout et que la majorité de l'alimentation est équilibrée, en soi, il n'y a aucun rayon à vraiment éviter. Par contre, il y en a à favoriser, donc ceux des légumes, enfin des fruits et légumes, des produits bruts peu transformés, des céréales complètes, enfin les rayons bio, ça peut être assez intéressant. Je conseille toujours à mes patients de fouiller dans tous les rayons, de regarder les étiquettes, parce que on n'a pas connaissance de absolument tout ce qui est à notre portée en termes d'alimentation ou d'offres alimentaires dans les supermarchés. Et des fois, il suffit de regarder, peut-être trouver un ou deux produits qui changent un petit peu, qui sont ultra bien au niveau d'un point de vue nutritif. Et hop, on met en place ça dans la routine. Et puis petit à petit, comme ça, on optimise son alimentation. Tu as des aliments clés que tu recommandes souvent sur les diètes ou des petites astuces? Par exemple, moi, je sais que pour le skir, souvent il y a des mecs qui disent « Ouais, le skir, je sais, mais c'est cher. » Petit Suisse, tu vois. Petit Suisse 0%, c'est la même chose. C'est la même chose, beaucoup moins cher. Bon, après, c'est relou le petit papier enlevé, tu vois. Mais t'économises 5 € au kilo, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, t'en as d'autres, des trucs dans ce style-là ou... C'est vrai que... Des aliments cheatés. Ça, c'était mon petit truc. Non, pour le coup, moi, je recommande beaucoup les légumes surgelés. Ça, c'est vraiment quelque chose que... c'est déjà lavé, c'est souvent prédécoupé. En plus, le fait que les légumes soient surgelés, en fait, ils sont surgelés directement après leur cueillette. Donc, ils sont lavés, coupés, et hop, ils sont surgelés, ce qui fait qu'il n'y a pas de perte en vitamines, en minéraux. C'est ça souvent la question.
C'est ça, il n'y a vraiment pas de perte, en fait, même c'est conservé par le froid, alors que la plupart des vitamines sont thermosensibles et à la lumière aussi, elles sont sensibles à la lumière. Donc là, dans un paquet de congélation et au froid, en fait les vitamines elles risquent rien. Et du coup, en plus, ça fait gagner un temps fou. Ouais. Même pour les meal prep, etc. Acheter juste, je sais pas, 1 kilo de poireaux. Moi, je sais que c'est ce que je recommande souvent. Okay. En fait, ça fait ta semaine. Et c'est trop bien. En 5 minutes, c'est prêt. Est-ce que, du coup, la question, parce que j'ai posé des questions sur Instagram, on m'a demandé c'est quoi le mieux entre légumes frais et légumes en conserve? Les légumes frais. Légumes en conserve, là, pour le coup, ils sont dans du jus. Et du coup, les vitamines qui sont hydrosolubles, elles vont dans le jus. Donc, il y a une grosse perte de vitamines à ce niveau-là. Les légumes, souvent, ils sont un petit peu surcuits aussi, ceux qui sont en conserve. Et même au niveau des fibres, il y a une petite perte de fibres et de qualité, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, légumes frais, 100%. D'accord. Okay. Et de saison. Je sais jamais les saisons. Mais après, techniquement, c'est importé de partout, donc c'est forcément la saison quelque part. Moi, c'est comme ça que je me rassure. Oui. En soi, non. On est en France. Petits marchés locaux, en soi, c'est l'idéal. Après, je vais pas faire genre que je fais mes courses au marché, parce que c'est pas le cas. Mais en soi, idéalement, j'aimerais bien, quoi. Et c'est ce que je recommande aussi, parce que pour ma conscience, je le dis. Même si je sais que la majorité des personnes font les courses en supermarché et qui font pas attention aux provenances ou aux saisons. Il faut que je te pose ma question fatidique, c'est pourquoi on est là aujourd'hui ensemble. Ceux qui écoutaient le podcast depuis un moment, peut-être vous savez déjà, j'ai un problème. J'ai une addiction, donc aujourd'hui je me confesse devant vous tous aujourd'hui, je suis accro au sucre en fait. Donc quand je dis accro, je vais donner des exemples, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont dire oui, moi aussi j'aime bien le sucré. Non, j'ai un problème. Je veux les exemples. Hier, pour ceux qui ont vu les stories, j'ai tapé des boîtes de donuts. En fait, ce qui s'est passé, au début on devait en acheter que 4. Mais il y avait une promo, c'est ça? Exactement. Et donc je me dis de 4 à 6... T'as pas lu mon dernier post Insta? Ok, on va lire, je peux regarder ça. Mais non, mais en fait, ça m'arrive de temps en temps, j'ai essayé de lire des livres et tout, et j'ai découvert qu'il y a plusieurs profils de gens qui sont accros au sucre, dont les gens, alors il y a ceux qui sont accros au sucre, il y a, je savais même pas, certaines femmes en fonction du cycle menstruel, tu vois, et d'autres gens, c'est accro, ce qui est mon cas, je pense, émotionnel, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de réconfort, je vais chercher mon réconfort au niveau du sucre, ou de l'alimentation, mais moi c'est plutôt le sucré, et aussi pour me récompenser. Quand il y a un truc qui se passe bien, je vais aussi chercher ma récompense dans le sucré, tu vois. Okay. Et par exemple, général, c'est que ça m'arrive je sais pas, ça vous arrive vous, mais de taper des pots de Ben & Jerry entiers, tu vois, en une après-midi. Non, ça m'est jamais arrivé. Okay, d'accord. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont... Après, chacun a son petit péché de préférence, tu vois. Et donc, j'en parlais dans un podcast des premiers épisodes que j'avais fait sur une nana qui avait été anorexique, qui parlait de crise d'hyperphagie. Et je me sens pas en crise d'hyperphagie, tu vois. Peut-être que ça peut être une crise de boulimie et tout, mais je sens pas que ça me pose pas vraiment problème au quotidien, tu vois. Et je fais vraiment du sport, peut-être que si, parce qu'au final on est là, tu vois. Mais idéalement, c'est un truc, je sais que sur le long terme, c'est pas sain, tu vois. Idéalement, en tout cas, c'est un truc dans le sens où j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle. Et moi, je suis quelqu'un qui j'aimerais bien idéalement tendre vers le contrôle, en tout cas de soi-même. Donc, est-ce que, déjà, c'est un cas commun, et comment je pourrais arriver à avoir plus d'équilibre? Voilà, il y a 10 000 choses qui me viennent en tête avec tout ce que tu viens de dire. Déjà, l'addiction, être vraiment accro au sucre, moi je suis pas fan de ce terme-là déjà. Pour moi, t'es habitué, t'as tes repères comme ça fait des années que tu manges sucré, donc pour moi c'est vraiment une habitude qui est ancrée et où t'as l'impression, comme tu dis, que tu pourrais jamais t'en détacher. Mais une addiction à proprement parler, je suis vraiment pas... Enfin, je suis pas adepte de ce point de vue-là. De mettre des labels sur les choses. Ouais, déjà. Parce que même toi aussi, tu te dis je suis accro au sucre, je suis accro au sucre. Du coup, mentalement, tu crées une barrière comme si c'était vraiment impossible de t'en détacher. Il y a aussi le côté vraiment mental. Bon, après, je suis pas psy ou quoi, donc au niveau des addictions, c'est vrai que je suis pas ultra calée en particulier, mais quand on me dit oui, je suis accro au sucre, j'arrive pas à m'en détacher, pour moi, c'est simplement qu'il y a une habitude qui est ancrée depuis des années et un palais aussi qui est habitué à tout ça. Donc forcément, c'est là où tu trouves le maximum de plaisir aussi, parce que l'alimentation sucrée, ça a été prouvé maintes et maintes fois que forcément, ça générait full dopamine instantanément. Donc forcément, ça procure du plaisir alimentaire. Donc oui, en soi, il n'y a rien de mal à aimer le sucre au goût. Après aussi... le fait de raccrocher ça à des émotions,
c'est ultra intéressant. Le fait de savoir que l'alimentation, on a beau vouloir tout contrôler, faire des choses, la tête, elle joue aussi énormément. Et ça aussi, je le prends en compte dans mes suivis et j'essaie toujours de voir un petit peu la personne, comment elle pense par rapport à son alimentation, ce qu'elle en pense, pardon. Mais du coup, par rapport à le fait d'être accro, habitué du sucre, tout ça en fait ça se change parce que en fait c'est des réflexes que tu as eu et vraiment des choses que tu as mis en place aussi cognitivement parlant ou comme quoi s'il se passait quelque chose de bien, quelque chose de mal, t'avais ton petit pot de Ben & Jerry's qui t'attendait dans tous les cas. C'était un petit peu ton réconfort et ce qu'il faut c'est casser. Ça demande du temps, c'est pas facile et si oui voilà, un autre point aussi, c'est bon, ça me revient. C'est pourquoi aussi. Essayer de comprendre pourquoi il y a cette envie-là. Donc toi, t'as identifié ça à de l'alimentation émotionnelle, mais pour la majorité des personnes, c'est pas forcément ça. C'est juste qu'en fait, elles se privent dans leur tête, ou vraiment, elles se privent de tous les aliments sucrés qui leur donnent envie, et arriver forcément à un moment où la tête ou le corps, quand il est frustré, à un moment, il craque en fait. Et du coup, il faut essayer de comprendre si tu te frustres, et dans ton alimentation quotidienne, et dans ta tête aussi. Ce qui fait que forcément, quand tu t'autorises ce moment-là, plaisir immédiat, et surtout, t'arrives pas à te contrôler. Cercle vicieux. C'est ça. J'ai pas l'impression de me priver dans mon alimentation en général, tu vois, parce que je mange quand même sucré, je mets quand même du chocolat dans mes flocons d'avoine le matin, de temps en temps, en fait, j'ai trouvé des petites astuces pour pallier, tu vois. Par exemple, mon dessert, j'ai un gros bol de skyr, tu vois, avec des céréales qui sont pas trop, tu vois, caloriques, mais qui ont un petit peu un goût sucré, tu vois, mettre un peu de sirop d'agave par-ci par-là, tu vois, et tout. Mais c'est vrai que j'ai vraiment... Alors après, du coup, j'ai lu un bouquin sur l'habitude, tu vois, de Atomic Habits de James Clear, qui dit que parfois, quand t'as une mauvaise habitude, parce que souvent on se dit, ok, comment je peux implémenter des bonnes habitudes? On se pose mal la question de comment je vais casser une mauvaise habitude, si t'es pas alcoolique, fumeur ou les trucs de base, tu vois. Et les gens pensent tout de suite à casser l'habitude, ou en tout cas la stopper, alors qu'ils disaient, parfois, la solution, c'est de la remplacer par quelque chose d'autre, tu vois. Donc, quand j'ai besoin d'avoir mon petit shot de dopamine quand j'ai fait quelque chose de bien, ou au contraire quand j'ai besoin de me réconforter, trouver un autre substitut un peu plus healthy ou productif que le fait de manger un truc sucré, tu vois. Alors je dis pas que je vais le remplacer par des brocolis parce que c'est pas possible, tu vois. J'en discutais avec Alison et ça me tue à chaque fois qu'on se... Alors, si vous êtes sur le podcast, vous devez connaître Alison, mais elle a fait une compétition, elle se dit « Ah putain, je peux manger mon tube de brocoli », tu vois. Je dis « Mais comment ton cerveau il est branché sur le brocoli alors que moi il est branché sur la pâtisserie, tu vois. » Donc il y a des gens comme ça, tu vois. Mais j'ai pas encore trouvé ce substitut, tu vois. Ouais. Après, ça peut être soit s'occuper aussi, le cerveau. Ça peut être pas forcément par remplacer un aliment par un autre, mais plus poser la question de est-ce que vraiment j'ai besoin de ça, est-ce que ça va me faire du bien, ou alors commencer par aussi faire une transition. Moi je sais, c'est ce que je mets en place souvent pour des patients qui ont besoin d'un rééquilibrage total de leur alimentation. Au lieu de changer tout de A à Z dès la première semaine, je fais on va commencer par ça, puis après on va peut-être aller un petit peu plus loin, et on va changer ça et ça, et petit à petit en fait les choses se mettent en place. Du coup si tu veux réduire ta consommation de sucre, au lieu de arrêter totalement d'un coup, ça c'est vraiment ce que je déconseille, c'est plutôt d'y aller très progressivement, de retirer potentiellement quelque chose où tu l'as pris justement par habitude et pas par réelle envie, plaisir ou faim. Et petit à petit tu verras que ça va déjà rééquilibrer beaucoup ton apport en sucre dans ta journée. Et encore une fois, le but c'est pas d'arriver à zéro, mais d'arriver à une consommation où justement tu te dis pas que j'ai un problème avec le sucre. J'avais des questions aussi plus, du coup, moins diète, mais plus business. Donc toi, avant, une fois que tu as passé ton diplôme, tu étais affilié à une structure. Et récemment, tu es passé 100%... Alors, j'ai commencé toute seule. Tu as commencé toute seule pendant 3-4 mois à peu près. Après, je me suis associée du coup à une entreprise qui recrutait des diètes parce qu'ils avaient trop de demandes et pas assez de mains. Donc ça a duré à peu près 6 mois. Et depuis début janvier, je suis 100% à mon compte. Donc cabinet libéral en ligne. Et je regrette pas. Donc c'est quoi le bilan que tu donnes un petit peu? C'est quoi les avantages de travailler dans une structure et peut-être les inconvénients, et pareil pour le fait d'être 100% à son compte? Il y a tellement d'avantages et d'inconvénients, mais du coup ça se complète bien et ça dépend vraiment de ce que t'attends de ton taf en fait. En avantage du coup dans une structure, c'est que pour le coup j'avais pas à me soucier de chercher des patients en fait, parce que ils avaient déjà un apport en patientèle tout le temps en fait, donc j'avais pas du tout à m'inquiéter de ça.
Après, en désavantage, t'es affilié à... J'avais des horaires, j'avais des impératifs, on va dire. Je devais dire certaines choses aussi dans le cadre de mes suivis que j'aurais peut-être pas forcément dit si c'était juste mes suivis personnels à moi. Et après, travailler en équipe. Au début, je pensais que j'allais bien aimer. Et au fur et à mesure, en fait, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, je crois pas que ça me corresponde vraiment. Donc ça, ce serait un désavantage. Mais d'un côté aussi, j'aimais bien partager avec les autres jets avec qui on parlait aussi, parce que on est toutes passionnées par le même truc. Et on avait toutes des points de vue différents. Donc en soi, on se complétait beaucoup, on se formait ensemble. Mais moi j'aime bien faire les choses dans mon coin. Donc donner des nouvelles de moi chaque fin de journée pour dire j'ai fait ça dans ma journée et devoir rendre des comptes, j'aimais pas du tout. Okay. Et je me sentais pas 100% libre avec mes patients non plus. Et je pense que du coup, ça a peut-être un petit peu faussé les résultats ou ma prise en charge. Et ça aussi, du coup, c'est pas ce que je préfère. Alors que là, du coup, en travaillant vraiment pour moi, de A à Z, c'est ma prise en charge. Je réponds à mes patients avec les horaires que je veux. Enfin, c'est beaucoup plus de liberté. Et du coup, je m'impose aussi beaucoup de choses. Ouais. Mais si je fais pas le travail, il y a personne d'autre qui le fera. Idem pour trouver les patients, ça c'est une grosse source de stress. Mais je changerais ça pour rien au monde. Je suis trop bien. Donc effectivement, ce qui change le plus, c'est comment trouver des patients ou des clients. Vraiment. Mais c'est un problème que du coup beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Trouver des clients, des patients, et quand vous êtes un compétent et un technicien, en fait, c'est le truc qu'on voit pas dès le début. C'est que tu peux être, je sais pas, n'importe quel, tu peux être un développeur, tu peux être un coach, tu peux être un nutritionniste et tu dis, ok, je suis compétent, mais j'ai du mal à me vendre. En tout cas, j'ai du mal, du coup, à montrer, à parler de moi et j'ai du mal, du coup, à trouver des clients. Ça peut être ça pour les gens qui font de la vidéo ou de la photo, c'est que tu sais que tu peux faire le job, mais du coup, tu dois montrer aux gens. Pas assez visible. Exactement. Et du coup, toi, comment tu réussis aujourd'hui à trouver des patients? Instagram. C'est assez fou, et le bouche à oreille aussi. Okay. Je pense qu'il y a 50-50. Je pensais pas autant que le bouche à oreille marcherait d'ailleurs, mais moi c'est encore plus une satisfaction pour moi de savoir que on parle de moi dans le bien et que les gens me font confiance aussi dès le début. Ça aussi c'est incroyable, mais les réseaux ça fait tout. Pour le coup. Qu'est-ce que tu fais sur Instagram qui te rapporte des clients? Je sais pas. Non, j'essaye de poster autant du coup ma pratique sportive, parce que du coup je suis spécialisée aussi en nutrition sportive, donc montrer que je fais du sport, je pense que ça aide les gens à s'identifier aussi un petit peu à moi. Puis aussi parce que j'adore partager mes séances et tout. Je fais aussi un post nutrition, je dirais une fois toutes les semaines, si c'est un peu plus, où vraiment je prends un sujet précis et j'essaye de le développer, et je fais des petites infographies pour répéter les bases, mettre en lumière quelques petites choses. Et comme ça me permet d'avoir un contenu assez diversifié. J'ai commencé à faire des réels aussi pour parler un petit peu plus en détail de certains sujets, parce que un post ou juste un petit texte ça me suffit pas. Est-ce que cette appétence pour la création de contenu, tu l'avais déjà un petit peu avant par curiosité, ou c'est un truc Franchement, j'ai toujours bien aimé. C'est un aspect qui te plaît Quand j'étais petite, à 10-12 ans, j'avais déjà une petite chaîne YouTube et tout. Enfin, c'est vrai? Mais je crois que tu m'avais dit ça, c'est sur quoi déjà? C'était oh là la honte. C'est bon. C'était sur en gros je faisais des bijoux en pâte Fimo et je filmais mes petits trucs comme ça, et j'adorais faire le montage où je faisais des challenges avec mes copines et tout. T'as combien de vues dessus sur la vidéo? Je crois mes meilleures vues c'était genre 2000, 3000. Enfin, c'est énorme. Oui, en 2010, oui. Mais non, franchement, du coup j'ai toujours bien aimé les réseaux, partager des choses. Et là sur Instagram, étant donné que c'est clairement mes vocations, que ce soit le sport ou la nutrition, je m'amuse encore plus, et surtout je sais que ça peut me faire vivre aussi de bien poster, etc. Et du coup il y a encore plus de motivation qui en découle, et en plus j'ai des bons retours sur mon contenu, de plus en plus en tout cas, donc je suis contente. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre du coup entre quand tu te mets à ton compte, parfois au final en voulant être libre, tu travailles encore plus que quand t'es... J'ai jamais compté mes heures. C'est ça, je pense que j'ai pas envie. Ok. Est-ce que en tout cas c'est un truc que tu ressens qui te pèse au quotidien parfois, ou t'as trouvé un équilibre? Ça me pesait quand j'étais dans l'ancienne boîte dans laquelle je bossais, parce que comme je te dis, j'avais des horaires imposés, des délais de réponse qui étaient très très courts pour les patients, etc. Et là, depuis que je suis vraiment 100% à mon compte, j'ai l'impression de travailler encore plus, parce qu'il y a les réseaux, il y a trouver la patientèle, il y a gérer tout de A à Z. Donc si quelqu'un te contacte, t'es obligé de lui répondre, d'envoyer un mail, savoir un petit peu son objectif. Enfin, il y a beaucoup plus d'organisation en fait à gérer, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je pense que je travaille plus, mais je m'en rends pas compte. Et du coup, ça passe mieux.
Donc ça te pèse pas forcément plus que ça? Non, pour le coup, c'est juste des fois stressant le week-end par exemple, quand j'ai tous mes retours à faire. Là, ça me fait un petit peu... Enfin, j'ai toujours un coup de stress le vendredi, mais moi, ça me stimule aussi, donc je suis peut-être bizarre, mais plus j'ai du travail et plus j'ai envie d'être investi dans ce que je fais, quoi. Ok. Une question que je voulais te poser aussi, c'est sur la légitimité et la pression aussi, quand du coup, quelque part, j'imagine que les coachs aussi ont ça, les diététiciennes. Est-ce que tu as une pression de te dire, ok, il faut que je mange toujours bien, il faut toujours que je sois, en tout cas physiquement, que j'ai l'air en forme, tu vois? Je l'ai eu pendant très longtemps. Avant même d'être diète, je me disais, je suis en étude de diète, je vais bientôt être diète, il faut vraiment que tout ce que je mette sur les réseaux soit parfait, que genre physiquement parlant, j'ai rien à redire. Maintenant, c'est vrai que je me suis énormément détachée de ça. Mais après, je t'avoue que des fois, c'est pas j'y pense, mais je me vois pas prendre, je sais pas, 20 kilos et être aussi sereine, on va dire. Mais pour le coup, non, ça passe pas trop par ma tête, surtout en ce moment. D'accord, ok. Par contre, sur les repas, poster mes repas et tout sur Insta, là, je fais gaffe. Ok. Là, pour le coup, c'est vrai que sur mon alimentation, je suis beaucoup plus... je suis un petit peu trop stricte sur les réseaux, parce que bien évidemment, je montre peut-être un repas par jour ou quoi, mais une journée, c'est pas que un repas par jour, donc des fois, forcément, je vais à l'extérieur, ou je mange pas forcément ultra équilibré comme ce que je recommande. Du coup, tout à l'heure, on est au McDo. Non. Et mais ouais, pour poster mes repas, c'est vrai que je fais gaffe. Après, physiquement parlant, je m'en fiche un petit peu. Pour finir un petit peu le sujet diète, est-ce qu'il y a une croyance que tout le monde pense que c'est vrai, mais en fait, c'est faux? Je pense qu'il y en a beaucoup. Ok. Après, c'est les classiques, les glucides le soir, ça on sort encore beaucoup en consultation. Alors que, comme je t'ai dit, ça favorise sommeil, récupération, tout ça. Enfin, ça commence de plus en plus on casse les mythes. Le métabolisme aussi, il y a pas mal de choses qui sont dites sur c'est trop facile d'augmenter son métabolisme, il faut juste augmenter un petit peu par-ci par-là, ou alors aussi sur le total en protéines. On entend partout qu'il faut pour quelqu'un 2,5 ou quoi, qu'il faut minimum 2 grammes, sinon on ne prend pas de muscle. Non. Moi je mets plutôt entre 1,6 et 1,8 pour tous mes patients, qu'ils aient un objectif de prise de masse, de perte de poids ou quoi. Et après j'ajuste évidemment selon leurs besoins. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça, où on a tous lu quelque chose, entendu quelque chose, et on y croit dur comme fer, alors que en fait si on se renseigne un petit peu plus, non. Ma mère, c'était les œufs le matin. Quand elle avait vu que je commençais à manger 3-4 œufs le matin, elle avait fait merde, t'es sûr que le cholestérol ça c'est une grosse idée reçue. Pour finir, j'avais quelques petites questions que j'ai demandé à la communauté. Parfois je fais ça, donc il faut suivre. Je me suis sur Instagram, pour ceux qui ne le font pas, Hugo Owena. La première, c'était sur la caféine. Souvent, des sportifs, on a tendance à en abuser pour la performance après, parce que du coup, ça marche. Mais souvent, du coup, on se sensibilise. Donc, comment gérer la caféine quand on est un athlète? Alors déjà, il y a plusieurs choses à dire sur la caféine. C'est la quantité aussi qui va faire son effet. Trop en consommer, ça peut avoir les effets tout à fait inverses, que ce soit dans son quotidien ou à l'entraînement. Je sais que, par exemple, j'ai certains athlètes ou quoi qui me disent là, j'ai trop dosé la caféine et j'étais pas concentrée pendant mon entraînement, ça allait pas du tout. Pourtant, j'ai pris que de la caféine, et je suis en mode, t'en as trop pris. Ou autrement... Après, fallait pas la renifler. Après aussi, il y a beaucoup l'aspect psy de la caféine. C'est quoi trop de caféine? Juste pour que les gens... Surtout on entend 400 mg plus de 400 par jour. Plus de 400. Plus de 400, pour moi, ça commence à être beaucoup. Étant donné qu'un café, c'est environ 80 mg en moyenne. 2-3 cafés par jour, c'est largement assez. Au-dessus, ça devient beaucoup. Après, je sais pas, si quelqu'un me dit je bois 6 cafés par jour et tout va bien, j'ai pas de problème de sommeil, rien du tout, je sais pas trop comment réagir dans ce genre de moment, parce que moi je serais tentée de dire qu'il y a forcément une interférence, parce que c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, mais encore une fois, on est tous différents. Et après, du coup, comment bien la gérer au niveau de l'entraînement? Pas en surconsommer, ça déjà c'est le point numéro 1. De pas la mettre en place si on n'en ressent pas le besoin, tout simplement. Ça c'est un petit truc vraiment assez bête, mais il y en a, ils se sentent obligés de prendre un pré-workout ou un booster avant, parce que pareil c'est dans la tête ou autre, ou sinon leur corps, on va dire, se réveille pas. Là oui, pourquoi pas, mais quelqu'un qui s'entraîne aussi bien avec ou sans caféine, je vais tout simplement le conseiller de pas en prendre. Est-ce que tu conseilles aussi de cycler
Parce que moi, je sais que par exemple, ce que je faisais, c'est que quand j'étais en deload, j'arrêtais la caféine pendant une semaine. Et je le fais pas toutes les séances. Par exemple, les séances où je sais que j'ai pas besoin d'une grosse intensité, mes séances techniques, je prends pas de caféine exprès, tu vois. Bah, pour moi, ça dépend comment tu réagis à la caféine. Si tu sais que tu vas réagir en dormant un peu moins bien, ou que tu vas ressentir trop les effets, pourquoi pas du coup la diminuer quand justement t'en as pas autant besoin qu'un entraînement un petit peu plus intense. Mais sinon après, si t'es habitué à avoir ton apport en caféine et que tu varies tout le temps, tu la cycles dans tous les sens, bah ça perd un petit peu de son sens aussi. Donc ça dépend de comment tu réagis à la caféine selon moi. Les sauces 0 calories, fausse ou bonne idée? Faut regarder la liste d'ingrédients. Lisez les listes d'ingrédients, c'est ultra important. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, des E un petit peu partout. E118, 412, 40 000. Voilà, E150, E de 400 machin, on évite. Autant, par exemple, si tu veux donner du goût à une salade, vinaigre balsamique, très peu de calories, beaucoup de goût, et c'est très bien et c'est naturel. D'accord. Enfin, c'est beaucoup plus brut, on va dire, qu'une sauce ultra transformée. Des ressources pour les gens qui veulent apprendre comment ça se documenter sur l'alimentation. C'est très difficile de trouver des très bonnes sources parce que à part ce podcast, du coup. Exactement. Parce qu'en fait, tout le monde a un petit peu son avis en nutrition, ce qui est plus ou moins vrai parce que on réagit tous selon nos expériences personnelles aussi, hein, c'est humain. Mais du coup, il y a très peu de choses qui sont vraiment basées sur la science. Moi, j'ai fait la formation bayésienne. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Je l'ai faite l'année dernière. Et pour le coup, la partie nutrition ultra satisfaite. Et j'ai appris plein de choses. Et il y a des vraies études derrière. Et on t'apprend aussi à comparer les études. C'est pas juste on te donne une étude et on te donne pas vraiment le contexte, ni comment, ni pourquoi. Du coup, ça, pour le coup, ça m'a vraiment aidé à mieux regarder quand je fais des recherches aussi moi-même de mon côté. Savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est un petit peu... Je sais qu'aussi, à l'époque où je regardais, dans les études, disaient qu'il y a beaucoup, surtout dans l'alimentation, de trucs qui sont financés par les lobbies aussi. Donc après, on a regardé qui finance les études et tout. Coca qui finance des études sur le diabète et tout. Ça, je trouve ça incroyable. Les gros conflits d'intérêts, c'est chouette. Ça c'est très très fort. Ou même en France, il y a eu... alors, j'ai plus le nom, mais pareil, il y a eu une étude qui a été faite sur les produits laitiers qui a été financée par Nestlé. Nestlé, j'ai plus exactement, mais il y a eu des choses comme ça, donc forcément, ça te fait poser la question déjà que on sait pas quoi faire de manière générale avec tout ce qu'on entend à gauche à droite. Là, quand on voit qu'il y a de l'argent derrière, ou un business, ou un lobby, forcément, on est un petit peu perdu. Mais du coup, en bonne ressource, moi je conseillerais vraiment les études scientifiques, mais il faut avoir du temps. Après, les podcasts, ça peut être pas mal, mais bien en écouter plusieurs sur les différents sujets pour comparer, se faire son avis aussi, et associer à des lectures. Moi, je sais que je lis pas mal en nutrition aussi. T'as des bouquins là qui viennent en tête? Un qui m'a vraiment, vraiment intéressée. Attends, je l'ai avec moi. Je vais chercher. Parce que le titre est horrible, mais le livre est trop bien. How to eat McDonald's and still perform. Du coup, le livre, c'est Les erreurs qui vous empêchent de maigrir. Et le titre est horrible. Mais à l'intérieur, c'est une vraie petite bible. Ça ouvre plein de questions. Il y a énormément d'informations sur les micronutriments, sur le microbiote, sur la digestion, sur les apports. Il y a aussi tout un point de vue un peu plus scientifique, un point de vue vraiment en pratique. Et ça, j'aime beaucoup parce que souvent, on cherche à tout optimiser en nutrition, à tout connaître de A à Z. Et au final, on se pose pas les questions de base. C'est vrai que c'est un gros livre là. Et il parle même de l'inflammation et tout. C'est vrai que... Ah non, franchement, ultra complet. Parfois, on pense que l'inflammation... C'est vrai qu'on n'en a pas touché deux mots, mais l'inflammation, on pense parfois que ça vient du surentraînement et des trucs comme ça. Et parfois, rien qu'en changeant l'alimentation, tu peux aider là-dessus. Et ça peut jouer sur plein de choses, l'inflammation, même sur l'obésité et tout. L'obésité, c'est une maladie inflammatoire. D'accord, ok. Damn. Okay. Je trouve ça fascinant aussi. Comment certains athlètes sont champions avec une diète approximative? Ça, c'est la vraie question. On aimerait tous. Mais je pense qu'ils ont bien conscience de leurs besoins quand même. Ou alors, simplement, il n'y a pas que la nutrition qui entre en compte pour être vraiment très fort, par exemple, en force. Il y a l'entraînement, il y a la génétique, les leviers. Il y a tellement de choses. Et l'alimentation, c'est une partie. Mais tu as aussi le sommeil, la récupération. Donc, optimiser son alimentation, oui. Mais avoir une alimentation parfaite, c'est pas ça qui va te faire progresser à 100% de tes capacités. C'est un global et un tout. Le problème, c'est que dans tous les trucs, surtout dans le domaine du sport et de la nutrition, t'as toujours les extrêmes.
Tu vois, on va te faire des recommandations générales, et souvent les Américains ils disent tu peux pas surperformer une mauvaise diète, tu vois. Ça sert à rien de courir en se disant je vais manger de la merde, fit my macro, mais je vais toujours faire un peu plus de cardio, un peu plus d'entraînement pour avoir toujours un total calorique, tu vois. Au bout d'un moment ça va coincer quelque part. Mais t'auras toujours ces mecs là qui, bah si, moi, one meal a day, marche, et je performe de ouf, et qu'est-ce que tu veux dire en fait, tu vois. Bah c'est encore une fois, surtout en nutrition pour le coup c'est vraiment au cas par cas. C'est un truc de fou. J'ai pas un seul plan alimentaire pareil pour mes patients, pas un qui a la même taille, le même poids, les mêmes habitudes alimentaires, le même rythme et tout. Et du coup, bah, personne n'a les mêmes macros ou quoi, donc faut toujours adapter. Et ça, faut vraiment en parler soit à un pro pour qu'il ait son point de vue, ou de son côté, vraiment tester les choses sur soi aussi. Ouais. C'est important. Est-ce qu'un power, pour être compétitif, doit-il forcément être hyper sec, avoir une diète hyper carrée? Dans le plus beau des mondes, j'aimerais bien pouvoir dire oui. Ça dépend si t'es à moins de 120 ou à plus de 120. Mais en soi, avoir un petit peu de masse grasse, ça aide aussi à la performance. Donc être ultra sec, potentiellement, ton corps, il aime pas trop ça. Donc il va pas forcément te le rendre au niveau de la performance ou même du sommeil aussi. Être trop sec, ça peut dérégler le sommeil ou dérégler les hormones qui ont un impact aussi sur la prise de masse musculaire, etc. C'est pas trop ça. Les mecs, ils vont courir au McDo, ils vont dire « Ah non, elle a dit faut pas être trop sec !» On envoie les cales. Pas trop, mais voilà, le but c'est pas d'avoir 2% ni d'avoir 35%. Moi je suis vraiment pour, soyons dans la moyenne, au milieu. Même être trop strict dans son alimentation, au final est-ce que ça convient réellement aussi à ton mental? Parce que sinon on arrive dans des extrêmes, ça crée des TCA et après on est dans un cercle ultra vicieux et malsain au final, alors qu'on cherche à tout optimiser pour être en bonne santé, pour être en forme. Et pour moi c'est ultra contradictoire. Merci beaucoup Fanny. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Essentiellement du coup sur Instagram, FPDiète. Vous allez vous en rappeler, super. On mettra le lien en description. Merci beaucoup Fanny. Merci à toi.